Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus fascinantes et les plus complexes de tous les temps. La chute de l'Empire romain. Comment un empire si puissant, qui a dominé le monde, connu pendant des siècles, et qui se pensait éternel, a-t-il pu s'effondrer? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Accrochez-vous, c'est un voyage épique qui nous attend. Pour bien comprendre, il faut se souvenir de ce qu'était Rome à son apogée. Imaginez un territoire immense, s'étendant de l'Écosse jusqu'en Irak, de l'Atlantique à la mer Caspienne. Un empire avec des routes pavées, des aqueducs monumentaux, des lois complexes et une armée redoutable. Pour les Romains, leur civilisation était le summum du progrès. L'idée même que tout cela puisse disparaître était tout simplement impensable. Pourtant, les graines de la chute étaient déjà semées bien avant que le dernier empereur ne soit déposé. La crise commence bien avant le fameux 5e siècle. Dès le 3e siècle, l'Empire traverse une période de chaos intense qu'on appelle la crise du 3e siècle. Imaginez une cinquantaine d'années où les empereurs se succèdent à un rythme effréné, souvent assassinés par leur propre garde ou par un rival. Cette instabilité politique constante affaiblit profondément l'État. L'économie est en berne, l'inflation galope et les frontières sont constamment menacées par des incursions barbares. L'Empire est au bord de l'implosion. Des empereurs comme Dioclétien et Constantin vont réussir à stabiliser la situation. Mais à quel prix? Dioclétien, par exemple, a une idée radicale pour mieux gérer cet immense territoire. Il instaure la tétrarchie, un système où l'Empire est dirigé par 4 empereurs, 2 Augustes et 2 César. Sur le papier, c'est malin. Mais dans la pratique, ça ouvre la porte à encore plus de guerres civiles pour le pouvoir. Puis vient Constantin, qui réunifie l'Empire et prend 2 décisions capitales. D'abord, il fonde une nouvelle capitale à l'est, Constantinople, l'actuel Istanbul. Ensuite, il se convertit au christianisme. Ces 2 choix vont changer la face du monde. La création de Constantinople va peu à peu diviser l'Empire en deux, l'Empire romain d'Occident, avec Rome pour capitale, et l'Empire romain d'Orient, plus riche et plus stable. Vous devinez déjà lequel va survivre le plus longtemps. Pendant que l'Orient prospère, l'Occident commence à sérieusement décliner. L'une des raisons majeures, c'est la pression extérieure. On parle souvent d'invasion barbare, mais le terme est un peu simpliste. Il faut plutôt imaginer de grandes migrations de peuples, comme les Goths, les Vandales ou les Francs, qui sont eux-mêmes poussés vers l'ouest par d'autres peuples plus lointains, notamment les Huns, menés par le terrible Attila. Au début, Rome essaie de gérer ces migrations. Parfois, elle intègre ces peuples dans son armée comme mercenaires. C'est une solution à court terme, mais à long terme, c'est un désastre. L'armée romaine devient de moins en moins romaine. Ces soldats barbares sont loyaux à leur chef, pas forcément à un empereur lointain à Rome ou à Ravenne. L'armée, autrefois le pilier de l'Empire, devient une force de déstabilisation. En 410, c'est le choc. Pour la première fois depuis 800 ans, la ville de Rome est pillée, pas par n'importe qui, par les Wisigoths, menés par Alaric, un ancien général au service de Rome. Imaginez le traumatisme pour les Romains. Leur ville, la ville éternelle, violée et saccagée. C'est un symbole incroyablement puissant de la décadence de l'Empire. Et ce n'est que le début. Quelques décennies plus tard, en 455, les Vandales pillent à leur tour la ville de manière encore plus systématique. Le mot vandalisme vient de là, c'est dire l'impression que ça a laissé. Pendant ce temps, l'économie de l'Empire d'Occident s'effondre. Les guerres constantes coûtent une fortune. Pour les financer, les empereurs augmentent les impôts à des niveaux insoutenables. Les petits paysans, écrasés par les taxes, abandonnent leurs terres pour se mettre sous la protection de grands propriétaires terriens. C'est le début d'un système qui ressemblera plus tard à la féodalité. Le commerce qui faisait la richesse de l'Empire se disloque. Les routes ne sont plus sûres. La piraterie explose en Méditerranée. Chaque région se replie sur elle-même. On ne peut pas non plus ignorer les problèmes internes. La corruption est partout. Les postes de fonctionnaires s'achètent, la justice est souvent à vendre. Le fossé entre les très riches et les très pauvres n'a jamais été aussi grand. Une petite élite sénatoriale vit dans un luxe extravagant pendant que la majorité de la population peine à survivre. Cette fracture sociale empêche toute forme de cohésion. Comment demander au peuple de se battre pour un empire qui ne semble plus les protéger ni les nourrir?
Et puis, il y a la question de la taille de l'Empire. Il était tout simplement devenu trop grand pour être gouverné efficacement avec les technologies de l'époque. Envoyer un message de Rome à la Bretagne pouvait prendre des semaines. Répondre à une invasion à la frontière prenait des mois. Cette lenteur administrative et militaire était un handicap énorme face à des ennemis plus mobiles et réactifs. Finalement, le coup de grâce arrive en 476. Un chef barbare du nom d'Odoacre dépose le dernier empereur romain d'Occident, un jeune garçon ironiquement nommé Romulus Augustule. Mais attention, ce n'est pas un événement qui a fait la une des journaux de l'époque. Pour les contemporains, ce n'était qu'un coup d'état de plus. Personne n'a crié « l'Empire romain est tombé ». En fait, Odoacre a renvoyé les insignes impériaux à Constantinople, signifiant par là qu'il reconnaissait l'autorité de l'empereur d'Orient. La date de 476 est donc surtout un symbole, choisi bien plus tard par les historiens pour marquer la fin d'une ère. La chute de Rome n'a pas été un événement unique, mais un long processus, une lente désintégration qui s'est étendue sur plusieurs générations. C'est un mélange complexe de crises politiques, de pression militaire, de déclin économique, de fractures sociales, et peut-être même de changements climatiques et d'épidémies. Alors, quelle est la leçon à tirer de tout ça ? Que même les empires les plus puissants ne sont pas éternels. Que l'arrogance, la division interne et l'incapacité à s'adapter aux changements peuvent mener à la ruine. L'héritage de Rome, lui, est bien vivant. Nos langues, nos lois, notre architecture, notre religion, tout porte encore l'empreinte de cet empire fascinant. La chute de l'Empire romain d'Occident marque traditionnellement la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge en Europe. Mais n'oublions pas que l'Empire romain d'Orient, qu'on appellera plus tard l'Empire byzantin, a survécu pendant près de 1000 ans de plus, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Mais ça, c'est une autre histoire, pour une autre vidéo peut-être. Voilà, j'espère que ce voyage dans le temps vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les raisons complexes de la chute de Rome. C'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des heures. Si vous avez des questions, ou si vous voulez que j'approfondisse certains points, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. À très bientôt.